Bien, bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on attendait Caroline Dumas, mais je ne sais pas si elle n'arrive pas apparemment. De toute façon, si elle peut se joindre à nous en cours de route, on va l'accueillir bien évidemment avec beaucoup de plaisir. Et alors, ces mots de clôture de ces colloques qui devient déjà, comme on l'a dit à plusieurs reprises, un rendez-vous important et de plus en plus important de la semaine de l'Amérique latine en France. Et bien, cette fois-ci, je crois que l'Institut des Amériques ne peut que se féliciter, peut-être plus que par le passé, de la tenue de ce colloque dont nous avons vu tous la qualité des échanges, la richesse des propos de tous les intervenants. Je voudrais préciser un petit peu plus ça, et disons dans une perspective plus d'avenir, de ce que l'on pourrait faire avec cette thématique et les avancées et les échanges produits dans ces colloques, en disant quelques mots sur la pertinence du sujet, très brièvement, l'importance qu'il a eu, disons, en termes d'information et d'échanges mutuels. Tout le monde a appris, je crois, beaucoup. Et puis, le fait qu'il a allié de manière tout à fait productive, je dirais, la réflexion conceptuelle aux aspects pratiques. Alors, sur la pertinence, on pourrait, évidemment, on a déjà dit beaucoup de choses, mais elle est tellement grande et importante que, et sans doute certains d'entre vous l'ont vu, mais il fallait ouvrir Le Monde d'hier pour voir qu'à l'occasion de la Semaine européenne de développement durable, il y avait une série de reportages sur Vienne, Stockholm, Lyon et Bordeaux, et cet article-là commençait en disant la ville durable doit-elle faire de l'inclusion de tous ses habitants sa priorité? Donc, on est au cœur de l'actualité. Et puis d'ailleurs, il y a plusieurs articles, plusieurs pages consacrées à ça. Et bien évidemment, un débat scientifique aussi qui est, nous l'avons vu au cours de ces deux journées d'activité, très, très intense. Mais je disais que ce qui était important, c'est que, c'était mon deuxième point, on a échangé pas mal. Il y a eu une information mutuelle très, très, très riche. Et c'est comme cela que j'ai pu, dans les pauses ou dans les couloirs, voir que certains faisaient des commentaires tout en ayant pris connaissance de pas mal de choses et connaissant déjà davantage plein de choses sur telle ou telle spécificité de la perspective culturelle spécifique que nous avons vu par exemple pour le cas de Bilbao, ou les comparaisons sur les budgets d'Hambourg et de São Paulo, ou sur les nouvelles initiatives de la ville de Madrid, ou encore sur la CEPAL et son plan d'action régional Nueva Agenda Urbana, qui en parlant de la ville durable comme un macro-bien public, Alicia Bárcena nous a présenté. Donc là, je trouve qu'il y a aussi une véritable valeur ajoutée d'enrichissement, y compris en termes, n'est-ce pas, factuels, de connaissances des choses, même si on en connaissait pas mal, et notamment les spécialistes du sujet, bien évidemment, étaient bien sûr au courant et avaient réfléchi. Mais il y a eu des enrichissements, y compris à ce niveau-là. Et puis le point le plus important, qui est cette idée qu'on a allié la réflexion conceptuelle aux aspects très pratiques. Je pense que c'est utile pour la réflexion pour la suite. Je vais très rapidement en finir. Nous donnons la bienvenue à Caroline Dumas, dont on avait déjà annoncé sa présence il y a quelques instants lorsqu'on a commencé. Et je disais donc que cet aspect de la réflexion conceptuelle et des aspects pratiques, du fait qu'on a, notamment avec la très très riche et intéressante séance d'Alejandro Aravena, discuté même la pertinence conceptuelle du titre du colloque, ce qui était un moment, je crois, très important de notre réflexion. Mais en même temps, avec une perspective très policy-oriented, disons, puisque dans cette même intervention, il nous a livré cette idée des 4 P, n'est-ce pas, d'un partenariat public-privé peuple, si on dit ça en français, et que cette idée-là était très, très, très intéressante pour approfondir, y compris même la notion de développement. D'ailleurs,
j'en ai parlé un tout petit peu avec lui en sortant, n'est-ce pas, de notre séance, puisque pour respecter le temps, je me suis réprimé un petit peu, et même si j'avais levé la main, je n'ai pas pu intervenir comme je l'ai souhaité, pour évoquer la question suivante. Les professeurs d'économie du développement que je suis étaient très interpellés par cette question le peuple, disons, comme un pilier fondamental. Et je lui disais que, effectivement, on rejoignait là les analyses, par exemple, les analyses d'Amartya Sen sur l'importance de l'engagement social et de participation dans le développement, élargissant en permanence les degrés de liberté des gens, des citoyens, que cela, c'était le développement. Participer et agir et librement opérer des choix. Et que la question qu'on pouvait se poser, c'était si dans ces mouvements de peuplement, disons, urbains qu'il annonçait, qui étaient forcément, ou pour une bonne partie au moins, comme on dit en espagnol, alluvionales, non prévus, hein, impromptus, disons, eh bien, on pouvait effectivement intégrer le peuple de cette manière-là, disons, quel mécanisme, quelle construction institutionnelle on pouvait mettre en place pour faire avancer ça. Et quels exemples il avait à nous suggérer. Et je me suis engagé à transmettre ce qu'il disait, justement. Regardez sa page web, et qu'ils ont eu affaire à ce type de questions lorsqu'il y a eu le tsunami et des déplacements des populations, et qu'effectivement, il y avait la demande pressante des gens pour s'installer, mais en même temps, il fallait tenir compte des critères d'une installation plus soutenable dans le temps, et que ça obligeait à discuter, à créer un espace d'échange collectif, non pas avec un ou deux, mais avec les dizaines ou centaines de gens qui étaient dans la même situation. Et que ce n'était pas facile parce que la demande présente était parfois violente, parce que les gens qui veulent s'installer après une catastrophe de ce type et qui ne savent pas où ils vont dormir demain ou après-demain, eh ben, sont forcément énervés. Il faut considérer tous ces éléments-là, que ce n'est pas un processus harmonieux, c'est un processus compliqué et qui demande une réflexion sur la construction institutionnelle que l'on doit mettre en place. Donc voilà des éléments et des questions qui sont intéressantes à soulever. Et moi, j'ai pensé que c'était important de rendre compte de ça et à cette occasion. Alors, cette richesse-là, comme on dit en bon français, so what? Hein? Qu'est-ce que l'on fait avec? Moi, je pense que sans doute, il y aura des idées aussi dans ces interventions de clôture des autres personnes présentes ici dans la table, mais je voudrais signaler au moins deux choses. Il est peut-être très important de développer un réseau spécifique sur la relation France-Amérique latine, Europe-Amérique latine sur ces questions, qui puisse donner continuité à ces questions-là, un network qui puisse permettre des échanges. L'AFD, sans doute, on en a parlé hier un petit peu, pourrait être très intéressé. Il y a plein de réseaux sur ces questions-là, mais il faudrait trouver la singularité de notre réseau, qui, à mon avis, est dans déjà le prolongement de cette activité avec les conclusions. Ça serait bien de les partager en réseau, même si après on les met sur la place publique, puisque nous sommes tous submergés d'informations, et si on ne s'engage pas de manière certaine, disons, à participer dans certaines communautés, après, il y a d'autres priorités qui arrivent, d'autres problèmes qui sont posés. Donc, je pense que là, une question des réseaux est importante, et peut-être des actions concrètes aussi, de nouvelles, pas forcément colloques, mais des réunions de ce type pourraient être développées. Et, bien évidemment, toute autre initiative, je pense, concrète, serait intéressante pour relier davantage cette réflexion conceptuelle à une approche policy-oriented, disons, d'action. Je voudrais finir donc ces quelques remarques de conclusion avec, je vous demande encore 2 minutes pour remercier tous ceux qui ont participé. Je sais que nous le ferons peut-être tous, mais en tout cas, l'Institut des Amériques se fait un devoir de remercier chaleureusement Catherine Paquette d'avoir accepté de porter ce projet. Je pense que... de manière personnelle et également en représentation de l'Institut de recherche pour le développement, c'était un plaisir de travailler avec elle, pour ceux qui ont dû être en contact plus étroit. Ça ne m'étonne pas, parce que nous avons une certaine histoire de travail en conjoint, de publication d'ouvrages. Lorsque j'étais au Mexique, nous avons organisé pas mal de choses sur Habitat 3, etc. Et toujours, Catherine est quelqu'un non seulement de compétent, mais de très agréable pour travailler. Et ça, c'est une question non négligeable.
Bien évidemment, la Fondation ELAC et Paola Amadei et bien évidemment son équipe, Luis Fierro, le président Leonel Fernandez qui nous a fait toujours finalement l'honneur d'envoyer une vidéo, même si, comme d'habitude aussi, ça arrive à la dernière minute et on est au bord du précipice, mais finalement, on est sauvé. Mais remercier et bien évidemment l'idée de prolonger la réflexion, c'est fondamental de le faire dans le cadre du partenariat de l'Institut des Amériques avec la Fondation ELAC et avec l'AFD. Troisième remerciement très important, le département d'Amérique latine et plus particulièrement Anthony Comin, Luis de la Forest. C'est très important, disons, de signaler que dans l'avenir immédiat, ce colloque va être également un colloque où il y aura un troisième grand pilier engagé pleinement, l'AFD, pour que ce soit un moment singulier, important, de la Semaine de l'Amérique latine en France. Et l'IDEA, bien évidemment, il y a une série de membres de notre institut qui ont travaillé beaucoup pour que cela puisse se concrétiser. Et je pense à Mario Magnan, à Juliette Serafini, à Hugo Duval et à Zuli Rojas Lopez et toute l'équipe qui a travaillé. Il faudrait aussi remercier, bien évidemment, notre sénateur présent ici pour la clôture, et Caroline Dumas, bien évidemment, puisque nous avons aussi beaucoup travaillé en interaction avec les activités développées par l'organisation de la Semaine de l'Amérique latine en France, et en particulier le séminaire qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et qui était directement articulé à la thématique que nous développons. Victor Hernandez aussi, qui a été toujours d'une grande gentillesse dans nos échanges et d'une grande efficacité, et bien entendu aussi aux interprètes qui nous ont permis de travailler et de nous exprimer dans les langues les plus, dans lesquelles chacun se trouvait ou se sentait le plus à l'aise. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Paola Amadei, qui est directrice exécutive donc, de la Fondation ELAC, mais qu'on connaît bien puisqu'elle nous a accompagnés pendant les 2 journées. Je préfère parler d'ici, si vous me permettez. Buenos días, voy a seguir en español. Eh bien, bonjour. Moi, je vais faire mon intervention en espagnol. Je n'essaierai pas de résumer les travaux de ces 2 journées, très riches en contenu, en effet. Ce que je voudrais, ce serait vous résumer mes conclusion personnelle des travaux de ce colloque. Je voudrais dire tout d'abord qu'il y a bien une chose qui a été évoquée par plusieurs orateurs. Et je parle de l'importance d'avoir des élections pour pouvoir déterminer l'espace massif dans les monts de Aravena, pour que ensuite tous les acteurs de la collectivité puissent œuvrer. Je crois que Françoise nous a expliqué bien hier de quelle manière quelque chose comme le plan climat de Paris n'est pas créateur d'emplois directement. Par contre, le plan climat montre aux acteurs économiques que des espaces s'ouvrent pour leur activité économique. Il y a quelques jours, lorsque nous étions au Quai d'Orsay, Alicia Bárcena nous expliquait que les plans du gouvernement du Chili permettent que les entreprises définissent leur trajectoire économique et ainsi créent des emplois et créer de l'activité économique pour le bénéfice de la ville et de toute la population. Ensuite, on a beaucoup parlé de la confiance, de la participation citoyenne. La confiance, on le voit bien dans la ville. C'est un élément primordial pour cette alliance, pour ce pacte entre citoyens et l'administration publique.
s'il s'agit d'un pacte, d'un accord de confiance, les citoyens vont y participer. Ils vont jouer leur rôle, ils vont jouer les jeux et ils vont permettre la création de cette ville inclusive. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressante l'intervention de Mathieu Souchot. Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit quelquefois la question numérique permet d'habiller ces processus avec une certaine modernité. C'est une sorte de maquillage ou de voile. Alors que pour que le processus soit vraiment démocratique, il faut qu'il y ait une relation de confiance, un pacte de confiance. Pendant ces 2 journées, j'ai voulu trouver la meilleure définition de ce qu'est la participation. En effet, nous avons entendu ce matin Joao Whittaker, Rosemary Guignard, qui nous ont dit que la participation prend du temps, que ça coûte de l'argent, que quelquefois les pays, les villes ne peuvent se permettre ce luxe que lorsque c'est imposé par les bailleurs. Or, la meilleure définition que j'ai trouvée de la participation était donnée par Rosemary Guignard. Parce que c'est un palliatif de l'absence de continuité politique et l'absence d'institutions dignes de ce nom. C'est un élément qu'à mon avis était présent. En fait, il y a des villes, il y a de l'aménagement lorsqu'il existe un véritable plan du gouvernement. Les saisons, par exemple, prévues par les plans de Sao Paulo, dans des pays où les institutions garantissent la continuité au-delà des changements politiques, c'est bien. Mais il y a d'autres cas, d'autres exemples, où il existe une tendance à recommencer à zéro, de repartir à zéro et laisser de côté tout ce qu'a fait l'administration précédente. Et en fait, une véritable participation permettrait de pallier à cette difficulté, parce qu'une véritable participation des citoyens donne une continuité. Ils se reconnaissent dans ces programmes parce qu'ils y ont participé. Et Juan José Jaramillo l'a très bien dit ce matin. La participation et l'appartenance, l'appropriation sont fondamentaux. Un autre aspect qui est important à mon avis, et que j'ai retenu de ces 2 journées, c'est l'importance du projet, du petit projet. C'est-à-dire l'attention qu'on prête à un élément qui pourrait paraître au départ en détail. Alejandro Aravena l'a très bien dit lorsqu'il a parlé de la détermination, la définition d'un espace pour la vie et pour les logements. Ça dépend de l'évolution de la famille. C'est un détail, mais c'est un détail très important pour la planification. Hier, lorsqu'on a fait la présentation de Bilbao, de la ville de Bilbao, de Madame Sarandouet, nous connaissons cette ville grâce à un projet emblématique qui a donné le nom à toute une tendance avec le musée Guggenheim. Mais la différence vient après. C'est un projet qui était bien ancré dans les villes, mais il y a d'autres projets qui sont bien ancrés aussi dans les villes et ceux-ci impliquent les citoyens de façon très capillaire. On a aussi le projet civique, le projet Mares qui était présenté par Isao Acosta hier. Acosta. C'est un projet qui permet de voir clairement comment un petit projet permet à un autre projet d'apprendre de cette expérience et de créer une masse critique qui est suffisante ensuite pour faire la différence. Et pour terminer, je voudrais évoquer un dernier point, c'est-à-dire le partage d'expériences. Le fait qu'on peut apprendre à partir des exemples très concrets.
projet n'est pas simplement un projet pilote isolé. Il y a des projets dans la pratique qui peuvent permettre à d'autres projets justement d'apprendre. Et pour terminer, je dirais qu'à cet égard, il est extrêmement important l'échange d'expériences, le passage d'expériences dans les deux sens. On l'a très bien vu ce matin lorsqu'on a comparé à une implantation dans la périphérie et comment on peut les mettre en rapport. Il y a quelque chose de très important que l'Europe peut apprendre de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comment agir lorsqu'on n'a pas de ressources? Comment se débrouiller lorsqu'on n'a pas de ressources? Il y a eu des périodes de vaches grasses et puis il y a des moments de crise. Et à ce moment-là, on peut apprendre. On peut apprendre des autres. Quelles solutions ont-ils trouvées lorsqu'ils n'avaient pas de ressources, lorsqu'ils n'avaient pas les moyens et lorsque ce manque de moyens est presque chronique? Et comment l'Europe peut montrer l'exemple dans des cas d'urgence. Même si on considère que l'Europe est privilégiée, parce qu'il y a des moyens, il y a des ressources, on peut voir que dans des situations d'urgence, par exemple cette situation actuelle avec la présence des réfugiés, comment il faut imaginer des solutions, comment il faut chercher des solutions qui n'ont pas le luxe d'avoir le temps. Et ça sera ma conclusion. Je vais prendre ça comme un apprentissage. Là, je vais remercier à mon tour notre partenaire, l'Institut des Amériques. Je vais remercier les équipes qui ont participé à l'élaboration de cet exercice. Catherine Paquette de l'IRD, les équipes de l'Institut des Amériques, Juliette Serafini qui était avec nous depuis 3 ans et qui nous accompagne. Et chaque année, elle arrive à surmonter, à dépasser ce qu'elle a fait l'année précédente. Hugo Duval, qui a fait partie cette année de cet exercice. À Mario Magnon, les représentants aussi de l'Institut des Amériques qui nous ont accompagnés pendant ces 2 journées, malgré tout le travail qu'ils ont. Mais ils ont été ici avec nous depuis hier et ils y sont encore. Et ils prêtent toute l'attention à cette réunion. La AFD, mon contact avec eux a été très indirect, mais je veux remercier Anthony Covin, Luis Laforêt et toute l'équipe de la AFD. Je veux remercier également Catherine Dumas parce que cette année, elle a pris les travaux pour cette semaine de l'Amérique. Elle est venue avec nous pour cette séance de clôture et puis les intervenants qui sont venus de près et de loin pour être avec nous. Et pour eux, pour ces personnes, je demande maintenant un applaudissement très chaleureux de notre part. Je crois que maintenant nous allons écouter Madame Dumas. Oui, c'est ça, Carlos? Voilà. Je voulais juste vraiment signaler la complémentarité entre le séminaire, les tables rondes que vous avez organisées. Voilà. C'est une excellente transition, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire. Vraiment, ça s'est inscrit parfaitement donc dans la continuité et ça fait une semaine très très riche et des discussions très denses sur ce sujet. Merci Catherine, merci Madame. Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et Mesdames et Messieurs. Un petit mot effectivement pour dire que c'est un honneur pour moi de clôturer finalement ou de participer à la session de clôture de cet important séminaire.
Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous venez de passer 2 jours avec des experts sur ces questions de ville. Donc, je ne vais pas revenir, bien sûr, sur ces aspects-là. D'abord, que je connais mal et je n'ai pas pu assister à tous les travaux. Beaucoup de choses ont été dites, mais peut-être 2 points qui me paraissent importants. Alors, premièrement, dire que ce séminaire, que le thème de ce séminaire était bien choisi. Que le thème est un thème majeur, vous le savez, vous en êtes vous-même convaincu. C'est un thème majeur à la fois pour l'Amérique latine, donc ça a beaucoup été dit, bien évidemment, ce continent où un petit peu plus de 80% de la population est urbanisée et qui fait face à de nombreux défis pour aller vers des villes résilientes et durables. Mais un thème important également pour la France, et je crois pouvoir dire que le sénateur ne me démentira pas, il s'agit aussi d'un sujet qui est porté par le gouvernement français, qui est porté de manière générale par toutes les autorités françaises et qui, dans le gouvernement, est porté par le ministre d'État, Nicolas Hulot. Et sujet qui est également porté par de nombreuses collectivités, bien sûr, urbaines ou territoriales. Alors, je crois que ce qui est apparu dans les travaux que vous avez organisés, dans ce qui a été dit, c'est précisément cette concomitance, je dirais, de défis entre ceux de l'Amérique latine, des Caraïbes et ceux de la France. Et à force de travailler ce sujet entre chercheurs, entre universitaires, entre autorités politiques, locales ou régionales ou gouvernementales, enfin nationales, on s'aperçoit que d'une part existent de nombreux liens déjà de coopération sur ces thèmes de la ville, entre collectivités territoriales locales et, par exemple, je citerai la ville que nous n'avons malheureusement finalement pas pu avoir ni les uns ni les autres, c'est Montevideo. Par exemple, Montevideo, la ville de Montevideo, la capitale du Uruguay, et le Grand Lyon, la métropole de Lyon, se sont mis d'accord il y a quelques mois récemment pour développer un plan de coopération qui est axé par exemple sous l'angle climat. Donc un certain nombre de villes en Amérique latine, on le sait, de Medellín, de Paris, un certain nombre d'autres villes, travaillent avec un certain nombre de villes françaises sur des aspects extrêmement précis. Et je voulais juste souligner cette dimension climat qui est évidemment encore une dimension qui nous reste, je dirais, à développer. Mais ce qui est intéressant donc, dans le choix de ce thème, c'est qu'effectivement, c'est un thème qui est effectivement important, qui est pertinent, qui donne lieu à des coopérations, donc je dirais bilatérales entre le continent et la France, mais qui alimente, lesquelles coopérations alimentent aussi nos positions communes en multilatéral. C'est-à-dire nous sommes engagés dans l'agenda urbain, dans le nouvel agenda urbain, dans le post-Quito. Nous avons des délégations qui partent défendre ces sujets-là. En tous les cas, pour parler de la France et sous le contrôle du ministère de la Transition écologique et solidaire, je crois pouvoir dire que, bien sûr, nos chefs de délégation et nos délégations s'alimentent, bien sûr, de ce type, justement, de réflexion concrète avec des exemples, encore une fois, concrets tels qu'ils ont été définis, soulevés et ces jours-ci et tels qu'ils ont été l'objet, disons, d'une réflexion approfondie. Alors, deuxième raison pour laquelle c'est un honneur pour moi de clôturer ce séminaire, c'est que ce séminaire a donc toute sa pertinence et toute sa place dans le cadre de la semaine, ce qu'on appelle donc la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France, qui est devenue plus qu'une semaine, qui maintenant s'étale quasiment. Nous allons clôturer le 12 juin, nous avons eu de premiers événements début mai, donc c'est une semaine qui s'étale maintenant sur plus d'un mois, et je suis quasi convaincue que mon successeur devra changer d'appellation, si je puis dire. Nous avons une appellation contrôlée qui arrive à son 5e anniversaire, et j'imagine que l'an prochain, nous devrons passer à une appellation le mois de la semaine d'Amérique latine. Mais ce séminaire, il y avait donc toute sa place, encore une fois, cette année, puisque vous avez d'autres expériences de séminaires montées par l'Institut des Amériques avec l'appui du Sénat, cette année avec l'appui donc de l'AFD et de l'IRD.
D'une part, parce que la thématique, encore une fois, était très pertinente, encore une fois, et très en adéquation avec les problématiques sur lesquelles nous réfléchissons avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Mais d'autre part, parce que précisément, la semaine, cette fois-ci, dans le cadre de ce 5e anniversaire, a essayé de se renouveler. Nous avons essayé précisément d'introduire dans la programmation de la semaine, qui est une programmation généralement plus culturelle et artistique, une dimension entre guillemets plus politique qui s'appuyait sur sur des sujets de réflexion qui sont les sujets en fait de la réalité de nos liens et de notre coopération au quotidien maintenant entre la France au sens large, encore une fois, les autorités gouvernementales, mais aussi parlementaires et locales. Donc cette programmation a visé à intégrer une dimension beaucoup plus réelle, la réalité de ces liens. Et nous avons au Quai d'Orsay donc organisé un séminaire avant-hier matin, le mardi 29, toute la matinée, sur 2 sujets qui paraissaient effectivement des sujets là aussi très pertinents, sur lesquels les croisements sont extrêmement nombreux entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France, qui sont les énergies renouvelables et la ville durable, comme le disait Catherine Paquette. Et nous avons évoqué ce sujet-là en début lorsque j'ai pris mes fonctions, puisque moi j'ai essayé de monter tout ça en 3 mois et demi. Le séminaire de l'Institut des Amériques était déjà lancé. Et au final, après avoir évoqué ça avec nos autorités, nous avons décidé de maintenir ce sujet de la ville durable au Quai d'Orsay également, parce que nous avons convenu que c'était très complémentaire. Et qu'effectivement, au Quai d'Orsay, nous avons abordé ce sujet-là avec des chercheurs, alors là, non pas en sciences sociales, mais des chercheurs qui travaillent de manière très précise en sciences exactes, je dirais, sur par exemple, les énergies renouvelables elles-mêmes. Nous avons entendu 2 chercheurs très pédagogues d'ailleurs, l'un sur le photovoltaïque, l'autre sur le solaire thermique, mais nous aurions pu entendre d'autres chercheurs, notamment sur l'aspect climat précisément, des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Nous avons entendu des entreprises, nous avons eu un parterre d'entreprises extrêmement intéressantes qui nous ont parlé soit mobilité, soit service, soit gestion des données urbaines, et nous avons entendu bien sûr les prescripteurs, ceux qui font quand même un peu la règle, notamment donc le ministère de la Transition écologique et solidaire et notre secrétaire d'État. Alors, ces 2 séminaires ont été extrêmement complémentaires et je crois pouvoir dire que nous pouvons peut-être continuer de travailler dans cette direction, c'est-à-dire bien sûr conserver un séminaire sans doute en y réfléchissant en amont tous ensemble au Quai d'Orsay sur des sujets d'actualité de la relation entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France, mais bien sûr conserver ce séminaire de l'Institut des Amériques qui a prouvé sa maturité maintenant depuis plusieurs années, qui engage de nombreux acteurs. Et je voudrais remercier bien sûr au passage la Fondation ULAC et sa directrice exécutive d'avoir été aussi fidèle, disons, à ce séminaire, mais aussi au nôtre. Je remercierai aussi, puisqu'ils ne peuvent pas être représentés, la CEPAL, qui est Madame Barcena, qui a donné du temps dans chacun des 2 séminaires. Je crois que sur tous ces sujets, la preuve est que le séminaire d'aujourd'hui est, encore une fois, la preuve que nous sommes exactement dans le reflet de la relation entre le continent latino-américain et la France. Donc bravo à ces organisateurs, bravo à l'Institut des Amériques, à toute l'équipe effectivement de l'Institut des Amériques, à toute l'équipe de l'AFD qui a travaillé en ce sens, à l'IRD au travers de, bien sûr, Catherine Paquette, et à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette démarche. Donc peut-être rendez-vous à l'année prochaine, donc, dans le cadre de la Semaine d'Amérique latine et des Caraïbes. Ronan Dantec, donc, qui est sénateur et pour nos amis étrangers qui ne te connaissent pas, parce que je crois que sinon tu es très connu je voulais rappeler tes engagements pour le climat, pour le développement durable. Donc un sénateur vraiment concerné par cette question et qui nous fait le plaisir et l'honneur de dire quelques mots à la fin de ce séminaire.
Merci, merci Catherine. Buenos dias. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin en espagnol. J'ai été donc ravi de parrainer ce colloque, puisque vous ne pouvez pas venir au Sénat si on ne vous invite pas. Et je suis un peu frustré finalement avec les comptes rendus, puisque je pense que j'aurais pu apprendre beaucoup de choses qui me seraient utiles, effectivement, comme tu l'as dit, dans d'autres champs d'intervention que j'ai sur la scène internationale sur les questions de climat et d'ODD. Mais il se trouve que ce matin, on a la négociation du pacte ferroviaire juste un peu plus haut. Donc je fais un peu l'essuie-glace entre le bas et le haut de la maison. Donc j'exprime d'abord une frustration de ne pas avoir assisté plus à ce colloque dont le thème m'intéresse vraiment beaucoup. Évidemment, dans ce mot de conclusion, je ne vais pas dire que ça ne m'intéressait pas, et je suis là pour avoir des mots agréables, mais je crois vraiment que cette question du social dans tous ces sujets de la ville durable sont des questions assez sous-exploitées dans ce qu'elles peuvent apporter de positif, et aussi souvent mis un petit peu sous le tapis parce que ça pose un certain nombre de questions gênantes. Il se trouve donc, je suis moi le sénateur de Loire-Atlantique, mais depuis une dizaine d'années maintenant, avec mon ancienne casquette de vice-président de Nantes Métropole, justement en charge du climat et du développement durable, le porte-parole climat de Cités et Gouvernements Locaux Unis, qui est la grande organisation mondiale généraliste des villes. Et à ce titre, en plus d'avoir la pire empreinte carbone de l'histoire de l'écologie politique, ça m'a permis quand même d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde, notamment dans un certain nombre de villes d'Amérique latine. Et qu'effectivement, on a un vrai enjeu aujourd'hui sur ces enjeux sociaux dans le cadre de ce pilier du développement durable, de ces trois piliers, ou quatre si on rajoute la culture, entre l'économique, le social et l'environnemental. Mon expérience aujourd'hui sur ces questions, c'est que finalement, les piliers environnement et les piliers économiques dialoguent plus que le pilier social. Finalement, on a tout un discours, notamment dans le cadre de la mobilisation sur le climat et de l'investissement dans la transition énergétique, un discours très compatible avec la nouvelle économie, en disant que finalement, tout ce qu'on va faire sur le climat, sur la transition énergétique, c'est de nouveaux emplois, et donc tout ça est très bien. Donc finalement, ces deux groupes, le groupe entreprise et le groupe ONG environnemental, par exemple, ou les collectivités locales, ont l'habitude de discuter et de produire un narratif commun. La question sociale est moins présente. Alors, elle est un peu présente quand même. On explique qu'effectivement, si on maîtrise l'énergie, c'est autant de maîtrise des dépenses énergétiques pour les foyers les plus précaires, pour lesquels ça se passera mieux. Donc on a quand même quelques fils à tirer. Mais on tire moins, je crois, le fil sur les enjeux sociaux. Et à partir de là, qu'on ait un dialogue avec les villes d'Amérique latine me semble vraiment extrêmement important. Nous avons porté au niveau de cités et gouvernements locaux unis, et j'avais coordonné le texte qu'on avait présenté, un certain nombre de textes pour obtenir ce fameux ODD, Objectif de développement durable 11, sur... Alors en anglais, ça s'appelle Human Settlement, c'est à peu près intraduisible et en français et en espagnol, mais en tout cas de mettre la ville, l'habitat humain, comme un des grands objectifs de développement durable. Et c'était dans cette année 2015 où on a aussi évidemment adopté l'accord de Paris. Donc on a bien un agenda commun entre les objectifs de développement durable et l'objectif climat. Mais effectivement, dans la création du narratif, on a toujours, je crois, beaucoup de difficultés. Et l'expérience, j'y reviens, des villes d'Amérique latine me semble à ce stade extrêmement important. D'abord parce que, mais vous l'avez tous dit, c'est le continent le plus urbain, ça on le sait tous, mais c'est aussi un continent qui a développé des traditions d'entrée sociale, je pense, plus fort que d'autres documents. Il se trouve que j'avais notamment eu la chance de pouvoir un peu analyser dans le détail le budget participatif de Recife. Il n'y a pas que Porto Alegre, il y a Recife aussi au Brésil. Et d'avoir, je pense, compris à ce moment-là que quand on parle budget participatif en Amérique latine, dans ces grandes villes, on assume aussi d'avoir peu de moyens et que finalement l'acceptation sociale des politiques publiques passe par le dialogue. Si vous regardez, je vais être un peu provocateur, si vous regardez, je ne sais pas si
les grandes villes françaises, la ville de Paris, sont encore dans la salle. On pourra toujours en rediscuter après. Mais si vous regardez finalement les budgets participatifs des grandes villes françaises, celui de Nantes, qui est assez modeste, celui de Paris, qui est beaucoup plus ambitieux, sont plutôt finalement, chez nous, les villes riches qui font du budget participatif. C'est-à-dire qu'ils mettent finalement sur la table de la discussion avec les acteurs leur delta d'argent supplémentaire. C'est très, très différent de l'Amérique latine. Échanger là-dessus et remettre donc la question sociale au cœur me semble, par exemple, extrêmement important. Dans les villes françaises, les villes les plus pauvres ne mettent pas sur la table que, finalement, il faut discuter ensemble de ce qu'on fait de l'argent parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est quelque chose qui s'assume encore assez mal. Cette différence culturelle, sur cet exemple précis du budget participatif, me semble un des fils qu'on pourrait tirer, par exemple. Et derrière, ça pose vraiment la question des choix culturels. Pour m'investir beaucoup donc, à l'échelle internationale sur les questions climatiques, on voit bien aujourd'hui, effectivement, on pourrait convoquer Amartya Sen dans cette affaire, on voit bien notre difficulté à avoir un narratif sur le climat qui crée vraiment les mobilisations et les dynamiques à la hauteur des enjeux. Fondamentalement, on n'y arrive pas. Tout le monde, ou presque, est conscient de la gravité du changement climatique. Tout le monde est conscient que sur l'avenir de nos territoires urbains demain, si on ne maîtrise pas le changement climatique, on va vers des désagrégations sociales extrêmement fortes. Et déjà, ce qui s'est passé en Syrie, avec une crise qui était notamment une crise urbaine liée à un exode rural, lié à la sécheresse et au dérèglement climatique. On voit bien donc que si on ne crée pas ce narratif commun, donc un socle culturel commun, on n'y arrivera pas. Et que donc, mettre dans la réflexion la dimension culturelle me semble assez centrale. La dimension culturelle, à la fois en mettant chacun comme acteur de la destinée mondiale, ce qui me semble, moi, la base de notre socle à développer à l'échelle mondiale, mais on mettront aussi au cœur du sujet les co-bénéfices, les dynamiques d'acteurs. Et je crois que là, effectivement, l'expérience de l'Amérique latine, d'un certain nombre de grandes villes de ce continent, sont extrêmement précieuses et doivent être encore plus mises dans le débat. Mises dans le débat en Europe, mises dans le débat en Afrique. Il se trouve que nous organisons avec mon association Climate Change notre prochain sommet en Afrique et qu'on a mis la question de la mobilisation des sociétés civiles africaines à l'échelle des territoires et à l'échelle urbaine au cœur de la stratégie. C'est compliqué en Afrique, la mobilisation des sociétés civiles avec les élus locaux et avec les gouvernements. Je pense que là, l'expérience de l'Amérique latine, elle doit aller vers l'Afrique. On ne parle pas que de coopération entre l'Amérique latine et l'Europe, même si c'est le thème de votre fondation. Je crois aussi que dans la coopération entre l'Amérique latine et l'Afrique est un enjeu aujourd'hui, et que cette expérience, elle doit être amenée en Afrique. Donc j'en profite pour vous inviter 28-29 juin à Abidjan. Je pense que ça sera un sommet extrêmement important. Mais en tout cas, cette dimension culturelle, moi, me semble absolument centrale. Et l'Amérique latine reste là-dessus tout à fait pionnière. Alors, je pourrais être long, mais ce n'est pas le but, donc je vais conclure. Il y a aussi beaucoup d'enjeux techniques. Les enjeux techniques de la planification urbaine, qui pour moi restent absolument centraux. Les enjeux techniques du bâti, parce que ça, vous en avez parlé. Nous, on suit toujours l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a noté, d'après les chiffres qu'on a eus, par exemple, la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment tertiaire au Mexique l'année dernière. Donc, on aimerait bien comprendre pourquoi, mais Catherine va nous faire une explication sans nul doute. On a aussi des enjeux techniques, évidemment. Donc, il faut aussi, évidemment, faire circuler l'information sur le technique. Et ce genre de colloque sert aussi à ce que les acteurs échangent des informations techniques, mais je ne vous apprends rien. Et donc, aller encore plus loin dans le partage des expériences. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est de dire à quel point je pense que c'est un sujet clé, qu'il faut rééquilibrer, remettre le social au cœur de notre réflexion entre l'environnement et l'économique, qu'évidemment, tout ce qui est la dimension participative, la dimension culturelle est absolument centrale, y compris dans la création de ce narratif commun collectif dont on a besoin aujourd'hui, qu'on a donc besoin de ce genre d'événement. Donc je suis ravi de vous avoir réservé la salle Médicis, mais ce n'était quand même pas un effort surhumain pour moi et pour mon équipe. Je crois surtout que derrière, vous devez être attentif à la diffusion
de ce qui s'est dit, aux dynamiques qui vont suivre, et qu'à partir de là, eh bien, écoutez, moi, je vous réinviterai avec plaisir pour le mois de l'Amérique latine, même si vous avez besoin de deux salles sur le mois de l'Amérique latine l'année prochaine. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir échanger un peu avec vous, puis je crois qu'on a le cocktail derrière pour échanger un peu plus. Merci. Juste avant de nous lever tous, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, Carlos me rappelait, et ce que Ronan aussi vient de dire en parlant des suites, une chose importante, nous travaillons déjà à un ouvrage, donc à la suite de ce colloque, avec des contributions, enfin différentes, un ouvrage qui ne sera pas exactement les actes du colloque, mais qui sera un peu une poursuite. Donc on vous tiendra au courant quand il sortira. Normalement, il est prévu pour la fin de l'année, donc il faut effectivement qu'on s'y mette très vite, mais on a beaucoup de matière.